Pendant mon séjour à l'hôpital, mes parents ont vendu ma bague de fiançailles, d'une valeur de 16 500 € pour financer la fête de rêve de mon frère. Quand je suis rentrée, maman m'a lancé d'un ton moqueur. Grâce à ta bague, ton frère a enfin eu ce qu'il méritait. J'ai ri. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? A-t-elle demandé. Son sourire a disparu dès qu'elle a compris ce qu'ils avaient vraiment vendu. L'infirmière m'a demandé qui venait me chercher. Mes parents. C'était encore vrai à ce moment-là. 1 heure plus tard, je me suis habillée, j'ai traversé la salle d'attente. Mon téléphone a vibré. Prends un Uber. Tu vas t'en sortir. Sans ponctuation. Sans excuse. Un simple haussement d'épaule digital. Voilà comment je suis rentrée chez moi. Affalée à l'arrière d'un Uber, encore avec le bracelet de l'hôpital au poignet, pendant que le chauffeur me parlait de sa ligue de football fantasy. Je hochais la tête au bon moment. Ma tête bourdonnait, ma poitrine me faisait mal, et tout ce à quoi je pouvais penser c'était 5 jours à l'hôpital, et ils n'ont même pas pu me raccompagner. Mon fiancé, Marc, n'était pas là non plus. Il avait voulu annuler son voyage d'affaires, mais je l'en avais dissuadé. C'était important. Et puis, mes parents avaient promis. Je pensais pouvoir leur confier une tâche aussi simple. J'avais tort. En arrivant chez moi, je me suis douchée, changée, et je me suis assise au bord du lit assez longtemps pour comprendre que je ne pourrais pas me reposer tant que je n'avais pas récupéré ma bague de fiançailles. Avant l'opération, mes parents avaient insisté pour la garder en sécurité. C'est comme ça qu'ils l'avaient appelée. Sécurité. Je la voulais de retour. Maman a ouvert la porte avant même que je frappe. Émilie, a-t-elle dit, avec un sourire de celle qui attendait ce moment depuis des heures. Papa était affalé dans son fauteuil, à moitié absorbé par les infos. Il m'a fait un signe de tête, baissé le volume, comme si je n'étais là que pour 5 minutes. Je ne me suis pas assise. Je suis venue chercher ma bague de fiançailles. Ils se sont regardés. Ce regard complice que j'avais vu toute ma vie. Une fraction de seconde d'accord silencieux, comme s'ils lisaient le même scénario. Le sourire de maman s'est élargi. Eh bien, grâce à ta bague, ton frère passe enfin le plus beau moment de sa vie. Soleil, plage, à Marseille. Il le mérite. Il m'a fallu un instant. Quoi? Papa s'est penché en avant. On l'a vendu. Ne fais pas cette tête. Tu vas bientôt te marier, tu en auras une autre. J'ai eu l'impression que l'air devenait plus mince. Vous avez vendu ma bague de fiançailles? Maman a agité la main. Oh, ne sois pas si dramatique. Elle ne te servait à rien dans une boîte pendant que tu étais à l'hôpital. Romain en avait besoin. Je me suis agrippée au dossier d'une chaise. Il avait besoin de ma bague? Il avait besoin d'une chance, a-t-elle affirmé. Il a travaillé si dur. Il a enfin rencontré quelqu'un de spécial et ce voyage, il pourrait vraiment tout changer. Papa a hoché la tête comme si c'était une évidence. Ce genre d'opportunité, ça n'a pas de prix. Tout bourdonnait dans mes oreilles. Marc avait économisé pendant des mois, chaque centime, pour cette bague. Vous ne m'avez même pas demandé. Le sourire de maman s'est figé. Tu aurais juste dit non. Tu as toujours été comme ça. Un rire m'a échappé, malgré moi. Il m'a surprise, moi y compris. Les yeux de maman se sont plissés. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je les ai regardés, elle puis lui. Leur suffisance avait vacillé. Juste assez pour que je voie la peur derrière. J'ai souri. Vous voulez vraiment savoir? Ils se sont figés. Vous le saurez bien assez tôt. Leurs visages se sont décomposés. Ils m'ont traité de menteuse, mais je l'ai vu dans leurs yeux, ils n'étaient plus sûrs. Je n'ai rien expliqué. Je n'avais pas besoin de le faire. Je suis partie, laissant derrière moi un silence coupant comme de la fumée. Je n'ai pas conduit directement chez moi. Je suis restée garée en bout de rue, phares éteints, main sur le volant, essayant juste de respirer. Mon cœur ne battait plus à toute allure. C'était pire. Il battait lentement. Trop lentement. Le genre de rythme plat qui te dit qu'un truc s'est brisé en toi, mais tu ne sais pas encore dans quelle forme ça s'est transformé. Je me suis dit que ce n'était qu'une trahison de plus. Rien de nouveau. Une encoche de plus sur une longue liste. Mais ça ne ressemblait pas à juste quoi que ce soit. C'était comme si chaque anniversaire, chaque fête, chaque trajet en voiture où Romain était félicité pendant que moi, on m'ignorait, venait de s'aligner et de me pointer du doigt comme des lames. Tu sais, ce moment après qu'on t'a fait quelque chose d'impardonnable et que tu ne peux même pas pleurer parce que ton corps n'a pas encore compris ce qui s'est passé? J'en étais là. Et j'ai compris. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a des années. Romain a toujours été le petit roi. 2 ans de plus que moi, ce qui chez nous équivalait à 10.
Il avait les fêtes, les cadeaux neufs, les encouragements. Moi, j'avais les discours sur être reconnaissante de ce qu'on a. Pour ses 10 ans, il a eu un vélo tout neuf avec des bandes bleues de compétition. Moi, pour les miens, un vieux vélo rose tordu. Ça forge le caractère, avait dit maman. Romain voulait des cours de baseball. Ils ont trouvé l'argent. Moi, je voulais des cours de dessin. On m'a ri au nez. Ne sois pas ridicule. Ces anniversaires étaient des événements, pleins d'amis, de décorations, de gâteaux plus grands que la table. Les miens, un gâteau du supermarché à la maison. Peut-être une copine, si ses parents pouvaient l'amener. À chaque fois que je remarquais la différence, que j'osais la pointeur du doigt, on me répondait. Tu te fais des idées. Ne dramatise pas. Alors, j'ai arrêté de le dire. J'ai arrêté de demander. Et, quelque part en chemin, j'ai arrêté d'espérer. Le pire quand on grandit comme ça, c'est qu'on finit par y croire à moitié. Peut-être que je ne mérite pas de belles choses. Peut-être que je devrais me contenter de miettes. Même plus tard, quand j'ai déménagé, construit ma vie, décroché un bon boulot, ce doute discret me suivait comme une ombre. Et puis j'ai rencontré Marc. Marc n'est pas riche. Ce n'est pas le gars au bureau d'angle avec une montre qui coûte un loyer. Il est simple, travailleur, stable. Marc est le genre d'homme qui vérifie 2 fois ses tickets de caisse et fait réviser ses pneus à temps. Mais c'est aussi le premier homme à m'avoir fait sentir que je n'étais ni trop ni pas assez. Il écoute. Il est là. Il me laisse ma place. Et quand il m'a demandé en mariage avec cette bague, mon Dieu, j'ai failli flancher. Mon premier réflexe, ce n'était pas la joie. C'était la culpabilité. Ça a l'air cher, ai-je murmuré. Tu n'aurais pas dû. Il a pris ma main, a glissé la bague à mon doigt. Tu la mérites, m'a-t-il dit. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. C'est là que j'ai compris à quel point j'avais manqué de ces mots. Pas à cause de la bague elle-même, mais à cause de ce qu'elle représentait. Quelqu'un croyait que j'étais digne d'amour. Cette bague n'était pas juste un diamant. C'était la preuve que l'histoire que mes parents avaient écrite sur moi, celle où j'étais toujours la seconde, jamais la préférée, était fausse. Et maintenant, avec le mariage dans 2 mois, cette bague comptait plus que jamais. C'est pour ça que, quand mes parents ont insisté pour la garder en sécurité pendant mon hospitalisation, toutes les alarmes se sont déclenchées en moi. C'est arrivé tellement naturellement. Je leur ai parlé de l'opération. J'étais nerveuse, encore en train d'encaisser la nouvelle. Et tout de suite, maman a dit. Et ta bague de fiançailles? Tu ne peux pas la porter à l'hôpital, tu risques de la perdre. Laisse-la nous. Papa a acquiescé. On va la garder en sécurité. En sécurité. Encore ce mot. J'aurais dû dire non. Mais voilà le problème. Dans ma famille, dire non, c'est déclarer la guerre. Ils ne lâchent rien. Ils ne respectent pas les limites. Et pour être honnête, je voulais savoir. Je voulais voir s'ils franchiraient cette ligne que je les soupçonnais de franchir depuis toujours. Alors j'ai souri et j'ai accepté. Ce qu'ils ignoraient, c'est que bien avant de leur remettre quoi que ce soit, j'avais déjà caché la vraie bague chez moi. Dans un endroit où personne ne penserait jamais à regarder. Ce que je leur ai donné, c'était une copie. Je l'ai gardée pour moi. Je ne l'ai dit ni à Marc ni à une amie, à personne. Parce qu'au fond, je ne voulais pas juste protéger la bague. Je voulais protéger la preuve. La preuve de ce que j'avais toujours soupçonné, que si on leur en donnait l'occasion, mes parents choisiraient Romain, toujours, et sans hésiter. Même si ça voulait dire vendre la seule chose de ma vie qui symbolisait l'amour et l'engagement. Alors quand ils étaient là ce soir, assis dans leur salon à se vanter, sourire aux lèvres, que Romain vivait son meilleur moment à Marseille grâce à ma bague, j'ai ri. J'ai ri parce qu'ils pensaient avoir gagné. Et j'ai ri parce que je savais quelque chose qu'eux ignoraient. La vraie bague n'avait jamais quitté ma main. J'aimerais pouvoir dire que ça m'a apaisé. Que savoir que je les avais doublés effaçait la brûlure de leur trahison. Mais non. La brûlure était toujours là. Vive, cuisante. Parce que même si j'avais gardé la bague, je n'avais toujours pas ce que la plupart des gens considèrent comme normal. Des parents qui placent leur fille en premier. Des parents qui ne me considèrent pas comme un dommage collatéral dans leur mission de rendre la vie de Romain plus facile. Mais au moins cette fois-ci, je n'étais pas impuissante. Cette fois, ce n'était pas moi la perdante. Et ils n'avaient aucune idée dans quel pétrin ils venaient de se mettre. J'aimerais vous dire que mes parents sont restés là, dans leur salon tout fiers, à trinquer à leur génie, mais ça aurait été trop simple. Non. La première fissure est apparue quelques heures après que j'ai quitté leur maison. Mon téléphone s'est mis à vibrer vers minuit, glissant sur la table de nuit comme s'il cherchait à s'échapper. 5 appels manqués de maman. 2 de papa. Un autre numéro inconnu, mais je savais que c'était eux aussi.
J'ai laissé sonner. Je n'étais pas d'humeur à entendre un nouveau sermon sur à quel point j'étais dramatique. Au 10e appel, j'ai cédé. La curiosité est un poison. Émilie. La voix de maman était tendue, comme si elle avait fait les 100 pas pendant des heures. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis redressée dans mon lit. Bonsoir à toi aussi. Ne fais pas semblant. C'est-elle énervée? Ils disent que la bague est fausse. Ah! L'évaluation était tombée. La voix de papa a tonné à l'arrière-plan. La bague de Marc est une fausse? Il t'a trompé? Je me suis frotté l'arête du nez. Non. La vraie bague va très bien. Alors qu'est-ce que tu nous as donné? Qu'est-ce que c'était? Comment as-tu pu nous humilier ainsi? Humilier? Ce mot a failli me faire éclater de rire. Je vous ai donné exactement ce que je voulais vous donner, ai-je dit. Calme. Posée. Tranchante. Polie. Vous avez choisi de vendre quelque chose qui ne vous appartenait pas. Tu nous as piégés. A crié maman. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, ai-je murmuré. Ce n'est pas drôle. A aboyé papa. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh, parfaitement. Et vous? Silence. Celui qui veut dire oui, ils se rendent compte. Le truc avec mes parents, c'est qu'ils sont passés maîtres dans l'art de réécrire l'histoire. Chaque souvenir familial est remodelé à leur avantage. Chaque dispute devient la faute de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, ils ont plongé tête la première dans le jeu des reproches. Tu nous as piégés, a répété maman, sa voix tremblante. Pourquoi faire ça à ta propre famille? J'ai laissé échapper un rire sec. Me piéger? Vous m'avez supplié de vous la confier. Vous ne l'avez pas empruntée. Vous l'avez prise. Et vous l'avez vendue. C'est du vol. La famille ne vous absout pas de ça. Ne renverse pas les rôles, a grogné papa. Je l'imaginais, rouge écarlate, agrippé à son fauteuil comme à un volant qui dérape. Ça m'a presque fait sourire. Presque. Puis sont venues les supplications, entre deux accusations. Tu dois nous aider, a dit maman. C'est grave. C'est votre bazar, ai-je répondu. On ne peut pas s'en sortir sans toi. Vous auriez dû y penser avant de vendre ce qui n'était pas à vous. Il en avait besoin. S'est-elle soudain écriée. Et voilà. Encore une fois. Romain, ce fils autour duquel tout tourne. Il en avait besoin, ai-je dit doucement. Plus que moi de ma bague de fiançailles. Plus que Marc de voir son sacrifice respecté. C'est ton frère, a dit maman, comme si ça devait encore vouloir dire quelque chose. J'ai fermé les yeux. Et je suis votre fille. Drôle comme ça n'a jamais compté. Le silence de l'autre côté du fil, ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la stupeur. Le choc que j'ai osé le dire à voix haute. Papa a tenté une autre approche. Écoute, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière, mais tu peux nous aider à arranger ça. J'ai fixé le plafond. Vous ne vous entendez même plus parler, pas vrai? Vous m'avez volé, vous m'avez menti, vous avez tout dépensé, et maintenant, vous voulez que je répare ça. Parce qu'on est une famille, a pleuré maman. Exactement, ai-je répondu d'un ton plat. C'est précisément pour ça que je savais que je ne pouvais pas vous faire confiance. Sa respiration s'est coupée, comme si je l'avais giflé. Bien. Ils ont recommencé. Encore et encore. Supplication, reproche, culpabilisation. Tu es cruel. Tu ne comprends pas la gravité de la situation. Tu nous as piégés. Tu ris de la souffrance de ta propre famille. Je les ai écoutés un moment. Puis, calmement, j'ai glissé. Je vous ai dit la vérité. C'est vous qui ne vouliez pas l'entendre. Ils ont crié, mais moi non. J'ai laissé le silence faire son travail. Enfin, j'ai dit. Je raccroche ici. Tu ne peux pas juste, clic. Je suis resté là dans le noir, le téléphone vibrant encore dans ma main. Presque drôle d'une manière acide. Pour une fois dans ma vie, ce n'était pas moi qui me débattais pour nettoyer leurs dégâts. Le poids n'était plus sur mes épaules. Il était sur les leurs. Et j'ai compris quelque chose. J'avais toujours attendu ce moment. Le moment où il me prouverait enfin que j'avais raison. Et il l'avait fait. J'ai posé mon téléphone face contre la table de nuit, me suis allongée et j'ai expiré un souffle que je retenais depuis des années. Ce n'était pas la paix. Pas encore. Mais c'était proche. Et je le savais. Leur panique ce soir-là n'était que le début. 3 jours plus tard, ils ont frappé à ma porte. Je savais que c'était eux avant même d'ouvrir. Leur frappe avait ce rythme affolé, comme s'ils retenaient des cris. Quand j'ai ouvert, maman était pâle. La mâchoire de papa serrée. Romain avait l'air d'un type qui sort d'une gueule de bois monumentale. Il faut qu'on parle, a dit maman.
Je me suis appuyée contre l'embrasure. Ça n'a jamais été vrai dans cette famille. Mais vas-y. Papa a pris la parole. L'homme à qui on a vendu la bague, il veut son argent. Tout de suite. Je n'ai pas bougé. Combien? 9 000, a-t-il soufflé. Sa voix a craqué sur le chiffre. 9. La moitié de ce que Marc avait réellement payé. Il n'avait même pas pris la peine de se renseigner. Juste saisi la première liasse de billets comme s'ils avaient gagné au jeu à gratter. S'il fallait une preuve que cette bague ne comptait pas pour eux, la voilà. Maman s'est empressée de combler le silence. C'est tout ce qu'il nous a donné. Et il dit que si on ne lui rend pas l'argent. Elle s'est arrêtée. Lèvres serrées. Romain a avancé d'un pas. Ce ne sont pas le genre de gens à qui on veut devoir de l'argent. Ça pourrait devenir dangereux. Une seconde, j'ai failli éclater de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement eux. Me voler, puis venir frapper à ma porte pour que je les sauve de leur propre pétrin. Et vous êtes venu ici, ai-je dit lentement, pour me demander de l'argent? Papa a hoché la tête. Juste un prêt. On te rembourse quand l'hypothèque passe. Les yeux de maman étaient grands ouverts. S'il te plaît, tu ne comprends pas à quel point c'est grave. J'ai entrouvert la porte moustiquaire, juste assez pour m'y appuyer. Je comprends très bien. Vous avez vendu ce qui ne vous appartenait pas. Vous avez tout dépensé. Et maintenant, vous voulez que j'efface les conséquences. Tu ne comprends pas, a soufflé Romain. Ce n'est plus une affaire entre nous. C'est toute la famille. Non, ai-je dit froidement. C'est toujours toi. Ça l'a toujours été. Le visage de maman s'est tendu. On est ta famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça ne veut plus dire ce que vous pensez depuis longtemps. Et j'ai fermé la porte. Ils sont restés dehors quelques minutes. Des voix étouffées. Puis ils sont partis. Je ne les ai pas regardés s'en aller. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Romain. J'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité a gagné. Il n'a pas perdu de temps. À cause de toi, ils ont dû vider toutes leurs cartes de crédit. Ils ont même pris des prêts à taux abusifs pour couvrir les 9 000 €. Leur crédit est ruiné. Ils ne peuvent plus renégocier l'hypothèque. Ils risquent de perdre la maison. J'ai pris une gorgée de café. C'est pas de chance. Pas de chance? Tu leur as ruiné la vie. J'ai ri sec. Je leur ai ruiné la vie? Tu as cramé 9 000 € en un week-end à Marseille. Redis-moi qui a tout gâché. Ce voyage comptait. A-t-il crié. Tu ne comprendras jamais. Tu as raison, ai-je dit. Je ne comprendrai jamais. T'es incroyable. Je le suis enfin, ai-je répondu. Et j'ai raccroché. Les retombées sont venues par morceaux. Une cousine m'a envoyé une capture d'écran du groupe familial. Un panneau à vendre planté devant la maison. Une tante m'a appelé, pleine de pitié déguisée en jugement. Message de maman dans la discussion. Nous déménageons dans quelque chose de plus modeste. Modeste. C'est une manière de le dire. La vérité, elle, était plus simple. Ils avaient emprunté de façon si désespérée pour couvrir les 9 000 € que leur crédit avait été détruit. La banque avait refusé la renégociation. La seule solution était de vendre. Et ils l'ont fait. 2 mois plus tard, j'ai marché vers l'hôtel dans une robe qui me ressemblait enfin. Marc m'attendait. Solide. Serein. Fidèle à lui-même. La bague, la vraie, brillait à mon doigt lorsqu'il a pris mes mains dans les siennes. Mes parents n'étaient pas là. Ni Romain. Pas par oubli. Pas par accident. Je ne les avais pas invités. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti de manquant. Après le mariage, j'ai appris qu'ils avaient emménagé dans une location à l'autre bout de la ville. Plus petite. Moins chère. Et leur réputation en miettes. Les gens me demandaient souvent si je me sentais coupable. Je ne l'étais pas. Ils avaient perdu leur maison. Moi, je n'avais perdu que des gens qui ne m'avaient jamais vraiment estimé. Et pour une fois, cet échange me semblait équitable. 1 an plus tard. J'étais enceinte de 8 mois. Chevilles gonflées, ventre énorme, me pencher était devenu un exploit olympique. Mon agenda débordait de rendez-vous médicaux. Marc, lui, faisait son nid à sa manière. Il montait les meubles avec le sérieux d'un chirurgien, comparait les sièges auto comme s'il préparait un procès. Et puis les messages ont recommencé. Ça a commencé par maman, court et mielleux. On veut voir le bébé quand il naîtra. On sera de bons grands-parents. Laissons le passé derrière nous. J'ai ignoré. Puis papa. Pense au bébé. Ne nous punis pas pour toujours. Ignoré. Puis Romain, encore persuadé que sa voix avait du poids. Ça te dépasse.
Ce bébé mérite une famille. J'ai éclaté de rire. L'idée que Romain donne des conseils parentaux, c'était comme un chat qui enseigne à nager. Je suis restée silencieuse, mais les autres n'ont pas lâché. Une tante m'a écrit. Pourquoi es-tu aussi cruelle? Ils sont dévastés. Tout le monde dit que tu ne veux même pas qu'ils voient leur petit enfant. N'ont-ils pas assez souffert? Arrête de tout ramener à toi. Et ça a enflé. Mon téléphone s'est rempli de chuchotements déguisés en inquiétude. Les notifications du groupe familial se sont empilées comme des briques. Prière passive-agressive. Leçon floue sur le pardon, déguisée en attaque. Je les ai ignorés. Jusqu'à une nuit. J'étais épuisée, gonflée, à bout. J'ai craqué. J'ai tapé un message dans le groupe familial. Mes mains tremblaient, pas de peur. Puisque vous tenez tous à connaître la vérité, la voici. Il y a un an, pendant que j'étais à l'hôpital, mes parents ont vendu ma bague de fiançailles pour financer le voyage de Romain à Marseille. Ils ont pris 9 000 € d'un acheteur douteux, ont tout dépensé, et quand l'évaluation a révélé que la bague était fausse, ils ont dû vider leur carte de crédit et prendre des prêts à taux usuriers pour rembourser. C'est pour ça qu'ils ont perdu leur maison. C'est pour ça qu'ils vivent en location maintenant. Ils n'ont pas tout perdu à cause de moi. Ils se sont détruits eux-mêmes. Envoyés. Silence. Puis le déluge. Des cousins ont juré qu'ils pensaient que ce n'était que des rumeurs. Des tantes ont réagi avec des quoi? En italique numérique. Les captures d'écran ont volé. Les émojis ont afflué. Un cousin a écrit. Je n'arrive pas à croire qu'ils t'aient accusé alors qu'ils t'ont volé. Un autre. Ça explique beaucoup. J'ai toujours su que Romain était pourri gâté. La tendance s'est inversée. Pour une fois, je n'étais pas la dramatique. C'était eux. Maman a tenté de se défendre. Un message sur le sacrifice, sur la famille, sur le fait d'aider Romain, quand il en avait le plus besoin. Mais ça a coulé à pic, noyé sous l'indignation collective. C'était comme voir un barrage céder. Des années de favoritisme et d'excuses exposées en un seul fil de discussion. Ils n'étaient plus le couple modèle. Ils étaient devenus la blague. Les mois suivants, j'ai appris le reste par des murmures. La fille de Marseille avait quitté Romain peu après le voyage. Il avait fini par retourner vivre chez mes parents. Dans leur location. Voilà comment ça s'est terminé. Tous les trois, sous le même toit. Plus de maison. Plus de réputation. Plus d'excuses. Et moi? J'ai construit quelque chose de meilleur. Alors dis-moi. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis allé trop loin? Ou pas assez?